Ils sont des centaines, des milliers, peut-être même des millions, les masculinistes. Des hommes qui ont fait de la haine des femmes une doctrine de vie. And we have to be able to say what we have to say badly, or we won't be able to think at all. Si tu veux, aujourd'hui, l'homme, il est sans but et il est dans une société où il n'y a plus que des prérogatives de femmes. I would say that's another problem with the modern feminists, is they can only think about one thing at a time. À l'heure où la parole des femmes se libère, le mouvement masculiniste se renforce. Ces discours anti-femmes rencontrent un écho fort chez des hommes de plus en plus nombreux et vous en avez sûrement dans votre entourage. Alors les gars, il y a de plus en plus d'hommes qui se font marcher dessus par les femmes. Et je le lâche comme ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement. Vous devez savoir que les filles qui étaient arrogantes envers vous peuvent changer leur comportement et devenir douces et soumises. Via une vidéo sur des cours de séduction ou de musculation, au détour d'une simple recherche Google, on peut tomber sur leur réseau sans s'en rendre compte et rapidement se laisser emmener par les algorithmes. I say that women should bear some responsibility for being raped. I'd like to take this time and explain what I was saying in long format video. Aux États-Unis, ce phénomène est si puissant qu'il mène régulièrement à des attentats perpétrés à l'encontre des femmes, assassinées pour le simple fait d'être femmes. Cette haine ne se limite pas aux frontières d'Internet. Pour une partie, elle finit donc par se traduire en meurtre. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. Il s'appelle Elliot Rodger et il a 22 ans. Il a tué 6 personnes en quelques minutes. Il s'est installé au volant de sa voiture et a tiré par balle sur toutes les jeunes femmes qu'il a croisées, faisant 3 nouvelles victimes. Dans l'Hexagone, le phénomène est loin d'être anodin et a réussi à coloniser la culture populaire. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Et bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut le partager. Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Ces militants, organisés sur les réseaux sociaux, sont de plus en plus actifs et de plus en plus puissants. Des hommes obsédés à l'idée de punir les femmes, qu'ils tiennent responsables de leur misère sexuelle, et qui sont considérés comme une menace terroriste par le département de la sécurité intérieure des États-Unis. Qui sont-ils? Pourquoi représentent-ils un danger bien au-delà du harcèlement en ligne? Quelles sont leurs motivations? C'est ce qu'on va voir avec une journaliste qui a infiltré leur réseau et a discuté avec eux pendant plus d'1 an. Elle s'appelle Pauline Ferrari et on va répondre à toutes ces questions avec elle dans cette nouvelle émission pour Blast. Pauline Ferrari, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des nouvelles technologies, des questions de genre et de la culture web. Ça fait plusieurs années que vous documentez la montée du discours antiféministe en ligne et vous venez de publier ce livre, Formé à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux, aux éditions JC Lattès. Alors pourquoi avoir décidé de vous attaquer à ce sujet depuis déjà d'aussi nombreuses années et pourquoi avoir décidé d'en faire un livre maintenant ? La première constatation, c'est que moi, je viens d'une génération, d'une adolescence beaucoup passée sur les réseaux sociaux, sur le début des réseaux sociaux, sur Facebook, sur les forums, sur Reddit. Et j'ai été confrontée très jeune, en fait, à du discours masculiniste, mais qui restait un peu dans le fin fond des internets. Et quand je suis devenue journaliste, j'ai commencé en parallèle à intervenir dans des classes de collège et de lycée pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Donc expliquer qu'est-ce que c'est le journalisme, débusquer un peu les fausses infos avec les élèves. Et je constatais de plus en plus ce discours masculiniste que je voyais en ligne se refléter dans la parole de jeunes adolescents de 14, 15, 16 ans avec des propos extrêmement violents. Et eux-mêmes m'ont montré ce qu'ils pouvaient voir sur TikTok, sur Snapchat, sur des plateformes où j'avais moins l'habitude d'aller. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour creuser un petit peu tout ça, quoi. Alors, on a déjà prononcé plusieurs fois le mot depuis le début de cette émission. Masculinisme, masculiniste, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi la définition sur laquelle vous vous êtes appuyé? La définition que je prends, elle vient des sociologues Mélissa Blé et Christine Barr, qui est historienne du féminisme, et qui dit qu'en fait, le masculinisme, c'est une branche de la pensée antiféministe. C'est-à-dire que l'antiféminisme, voilà, c'est la pensée globale d'être contre le mouvement féministe, et le masculinisme, on pourrait dire que c'est sa mise en pratique très concrète de mouvements sociaux, d'actions en ligne et hors ligne. Et donc, le masculinisme a une espèce de vision du monde complotiste, on pourrait dire,
de théorie du complot, comme quoi les femmes auraient pris le pouvoir dans toutes les sphères de la société et n'auraient qu'un seul but, qui est d'émasculer et de faire un génocide des hommes quelque part et de les priver de leurs droits. Et donc l'idée de ces masculinistes, c'est finalement de reprendre le pouvoir, de lutter, de faire une espèce de contre-attaque contre ce qu'ils considèrent être une attaque, c'est-à-dire l'attaque des féministes. On rappelle que le féminisme, c'est la lutte pour l'égalité en droit et l'égalité dans la mise en pratique entre les hommes et les femmes. Absolument. En fait, ils sont persuadés que le féminisme viendrait à faire ce qui se passe avec la domination masculine, c'est-à-dire qu'on serait face à une domination féministe qui viserait à priver les hommes de leurs droits. Alors, ça se base sur pas grand-chose, parce quand on regarde un petit peu les chiffres, que ce soit au niveau des inégalités salariales ou que ce soit au niveau des violences faites aux femmes, on constate qu'en fait, c'est encore les hommes qui dominent très largement la société et notamment qui perpétuent le plus les violences. Mais les masculinistes sont persuadés qu'il faut absolument sauver cette civilisation qui est en train de s'écrouler, que le féminisme transformerait les jeunes garçons en des hommes dévirilisés, avec une forte latence homophobe, avec tout ça. Mais en tout cas, voilà, les masculinistes sont persuadés que le féminisme fait courir la civilisation à sa perte, et particulièrement la civilisation blanche, chrétienne, occidentale. Et alors, ça peut prêter à faire sourire comme ça, mais c'est un sujet qui est extrêmement sérieux, qui est assez massif et surtout qui a des conséquences qui vont bien au-delà d'Internet, de la mise en ligne. Donc on reviendra un petit peu plus tard sur ce que c'est que le masculinisme, comment ça naît, sur ce que sont les incels, qui est un terme qu'on entend beaucoup. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on se penche directement sur ce qui est en réalité la fin de votre livre, mais qui est pour moi le point d'accroche, parce que c'est les conséquences les plus graves du masculinisme, qui sont les meurtres de femmes, dont on entend finalement peu parler, qui sont des meurtres de femmes parce que ce sont des femmes, on pourrait dire vraiment des attentats à l'encontre des femmes, qui ne sont pas du tout pris avec le même sérieux que d'autres attentats contre d'autres communautés. Donc pour ça, j'aimerais qu'on fasse une petite chronologie telle que vous l'établissez dans le livre. On ne va pas pouvoir revenir sur tous les attentats, sur toutes ces attaques qui ont eu lieu, mais un événement qui est marquant et qui a vraiment marqué l'histoire de ces attentats antiféministes, c'est l'attentat de 1989 qui a eu lieu à Montréal, à l'école polytechnique. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Ce qui s'est passé ce soir à l'école polytechnique de l'Université de Montréal est épouvantable. Il y a un homme qui est rentré dans une salle des classes, qui a séparé les hommes et les femmes, et qui était muni d'un couteau et d'une arme à feu, qui a blessé 13 personnes et qui a tué de sang-froid 14 femmes en criant « Je hais les féministes » avant de se suicider. Et il a laissé une lettre où il expliquait très concrètement qu'il commettait un acte anti-féministe. Puis il y a eu cet attentat, encore une fois, en 2014, d'Elliot Rodger, qui a tué 6 personnes, principalement des femmes, et qui en a blessé 7 devant une sororité aux États-Unis. Donc un endroit, là encore, où il y a des femmes étudiantes. Et pendant les mois précédents, il avait publié ces vidéos. My problem is girls. I'm 22 years old, and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. Why won't you give me a chance? Tomorrow is the day of retribution. Girls, I will destroy you. En 2018, il y a un homme qui dit s'inspirer directement des actes d'Elliot Rodger, qui fonce sur des passants dans les rues de Toronto, au Canada, avec un camion. Il tue 11 personnes, principalement des femmes, là encore. Il en blesse 15 autres. En 2015, en Angleterre, il y a un homme qui tente de poignarder au couteau 3 femmes à Portsmouth et qui écrit « Toutes les femmes doivent mourir ». En 2018, Scott Paul Burl, qui tue 2 femmes dans un studio de yoga en Floride, après s'être identifié là aussi comme incel, comme masculiniste. Un autre en 2018 qui tire sur des conductrices au hasard dans la rue car il les trouve incompétentes. Et toujours la même année, en 2018, un homme identifié comme incel, là encore, tue 17 personnes dans le lycée de Parkland aux États-Unis. En 2020, à Toronto, un homme va dans un salon de massage et tue 3 personnes à la machette, sans parler de tous ces attentats planifiés contre les femmes et qui ont été déjoués et que là aussi vous énumérez dans le livre. Et en fait, je voulais faire un petit peu une liste comme ça, qui n'est pas exhaustive, pour montrer que mis bout à bout, on se rend compte que c'est un vrai phénomène et que c'est un vrai problème et que tout ce dont on va parler dans cette émission sur le masculinisme, qui bien sûr n'atteint pas du tout pour la majeure partie du temps ce degré de violence-là, puisque c'est le cas les plus extrêmes, les meurtres, mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences extrêmement réelles, extrêmement concrètes,
qu'on ne prend pas avec le même sérieux que d'autres attentats. Et pour ça, vous donnez un chiffre qui, là encore, je trouve, fait froid dans le dos, qui est une étude de l'Academy of Western Australia de 2020, qui montre que depuis 2014 jusqu'à 2020, en Australie, les incels ont tué au moins 50 personnes et en ont blessé 58. Et ça, c'est l'équivalent du nombre de victimes de l'islamisme sur la même période. Bref, le masculinisme tue. C'est ça que vous avez voulu montrer dans ce livre aussi. C'est absolument ce que j'ai voulu montrer parce qu'en effet, quand on met les éléments bout à bout, et encore, tous ces événements-là, tous ces attentats-là, ce sont les plus médiatisés. C'est ceux que moi j'ai pu trouver en cherchant des articles de presse, en cherchant des rapports de police, mais on ne sait pas en fait toutes les attaques qui n'ont pas été identifiées comme masculinistes et qui en fait peut-être le sont. Et c'est une question qui me hante un peu dans tout le livre aussi, c'est de me dire combien de féminicides, combien de meurtres intrapersonnels, intrafamiliaux parfois, ont été influencés par le masculinisme. Et oui, le masculinisme tue. Et c'est assez intéressant parce que sur Internet, les masculinistes eux-mêmes disent non, mais c'est la misandrie, donc le fait pour les femmes de détester les hommes, qui est super dangereuse, alors qu'en fait, la misandrie, elle ne tue pas. La misogynie, par contre, elle tue au quotidien des centaines de milliers de femmes chaque jour en France, partout dans le monde. Et on a beaucoup de mal à appréhender ce sujet-là comme étant du terrorisme. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup étonnée dans mes recherches, en parlant avec des instances comme la DGSI ou en parlant avec beaucoup d'experts-expertes, c'est qu'on a beaucoup de mal à considérer la misogynie comme étant un mobile suffisant pour tuer quelqu'un. Autant l'extrémisme politique ou religieux, on arrive à l'appréhender, et encore pas toujours. Mais sur la misogynie, on a l'impression que ça n'existe pas vraiment. Et en fait, notamment dans plusieurs procès d'attentats déjoués de l'extrême droite ces dernières années, on constate qu'il y a une dimension misogyne, il y a une dimension antiféministe, mais qui est largement gommée parce que c'est pas ça qu'on a envie d'y voir. Mais c'est important de distinguer dans ce que vous dites, je crois, les meurtres de femmes qui sont commis parce qu'on vit dans une société qui est patriarcale, où on a une vision de la femme très particulière et où les femmes, on le rappelle, sont beaucoup plus victimes de violences de la part des hommes que les hommes, que le reste de la population. Donc ça, c'est un fait. Mais là, les faits qu'on vient de citer, les événements qu'on vient de citer, c'est vraiment des actes politiques, revendiqués comme tels, où les agresseurs vont laisser les assaillants vont laisser des traces écrites en disant vraiment mon but dans la vie, c'est d'exterminer les femmes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est allé très 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 loin. C'est pas de la misogynie inconsciente. C'est vraiment quelque chose qui a un but politique. Et ça, je connais pas d'équivalent inversé. Je connais pas de femmes qui assassinent les hommes parce qu'elles voudraient détruire les hommes, éradiquer les hommes de la surface de cette planète. Et c'est sur cet aspect très politique que je voudrais qu'on continue à s'appesantir, parce que c'est ça le masculinisme, vraiment, qui est diffusé sur les réseaux sociaux pour une partie de ce masculinisme. On reviendra un petit peu plus dans les détails. J'aimerais juste finir sur le côté ultra-violent qui est quand même reconnu par Europol, donc la police européenne, qui, fin 2021, a publié son rapport annuel sur l'état du terrorisme en Europe et qui, pour la première fois, a pointé l'antiféminisme comme un risque terroriste. Donc, encore une fois, ce dont on parle, là, c'est quand même un sujet qui est extrêmement sérieux, qui est un sujet de société majeur et qui est un sujet qui met les femmes en danger. Combien il y a de masculinistes à travers le monde, en France? Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à quantifier? Combien de personnes ça concerne? C'est très compliqué à quantifier parce que, si le masculinisme a existé bien avant les réseaux sociaux, les réseaux sociaux n'ont pas inventé la misogynie, a juste permis aux masculinistes de se rassembler, de s'organiser politiquement aussi, de communiquer entre eux. Il est très compliqué d'établir des chiffres parce qu'on constate que sur ces mouvements en ligne, sur ces groupes Reddit, sur ces forums, etc., c'est très compliqué de distinguer les gens qui sont très actifs sur ces forums, qui participent et qui croient vraiment à ce qui est dit, toute la majorité silencieuse, qui vient juste pour lire, mais qui ne participe pas, et ceux qui sont là pour le troll, pour un petit peu rigoler, qui prennent ça au millième degré. Et donc, il y a une seule véritable étude qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Manuel Horta Ribeiro, en Suisse, qui, lui, estime que sur Reddit, sur les forums anglophones masculinistes, lui, il est arrivé au chiffre d'à peu près 1 million de personnes actives sur différents forums masculinistes anglophones à travers le monde. Donc 1 million, c'est quand même beaucoup, et ça ne comprend même pas tous les gens qui vont juste regarder
qui vont juste lire, qui vont pas participer, qui vont pas commenter. Donc c'est compliqué à estimer, mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que l'influence du masculinisme, elle est de plus en plus majoritaire sur Internet, dans le sens où c'est des vidéos qui reviennent extrêmement souvent sur nos algorithmes. Et ce qu'il faut savoir en algorithmique, c'est que quand une vidéo revient souvent, c'est qu'elle est assez centrale dans la toile qu'est Internet, que ce sont des contenus qui regroupent des centaines, des milliers, voire des millions de vues, de likes, de commentaires. Donc c'est une pensée qui est très largement partagée, diffusée, et auquel beaucoup de jeunes garçons et de jeunes hommes adhèrent toutefois. Mais justement sur cette pensée, parce que là, on a commencé avec les cas les plus extrêmes, c'est-à-dire ces hommes qui vont politiquement assassiner des femmes au hasard. Mais sur ces vidéos, c'est pas ce qu'on voit. On a la plupart du temps, c'est pas des hommes qui disent « allez tuer toutes les femmes que vous rencontrez », pas du tout. C'est cette pensée qui s'inscrit dans ce courant selon lequel, effectivement, on serait dominé par des féministes et selon lesquels il faudrait reprendre le pouvoir. Le problème de l'homme moderne est qu'il est tellement éloigné de sa masculinité qu'il laisse les filles lui dicter ses actions, son statut, sa domination, son abondance et son but. Alors, premièrement, sur quoi il s'appuie pour faire ce constat selon lequel voilà, il serait dominé, et qu'est-ce qu'il recommande pour reprendre ce pouvoir ? Alors, ça va sur plusieurs sphères, j'ai envie de dire, de la vie et de la société. Un truc qu'on remarque, par exemple, c'est les masculinistes, je dis un peu plus âgés, parce que souvent, c'est des pères et des pères divorcés. Et un des cas qu'ils explorent le plus souvent, c'est le fait de dire qu'en cas de divorce, c'est les mères qui obtiennent, la plupart du temps, la garde des enfants. Et en fait, ce qu'on se retrouve, c'est qu'avec des associations à forte portée masculine, je pense à SOS Papa notamment, qui est un équivalent français de Father for Justice au Canada et aux États-Unis, qui s'était, alors si on se rappelle, en 2013, il s'était accroché à un grand pont à Nantes, un des pères, pour exiger la garde de son enfant. Et en descendant du pont, il avait dit, mais voilà, toutes les juges, c'est des femmes, elles sont corrompues. Et donc, ça allait avec cette idée-là que la justice, voilà, serait en faveur des femmes. On retrouve là, depuis quelques années, une grande prévalence pour ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale, je mets des guillemets parce que c'est un syndrome qui n'est absolument pas prouvé par la littérature scientifique, mais qui viserait à dire que un enfant pourrait être manipulable et de fait accuser un parent de violence, alors que ce n'est pas le cas, notamment de violences sexuelles. Il y a plusieurs enquêtes journalistiques qui ont été faites ces dernières années pour montrer que c'est quelque chose qui est mis en avant pour accuser les mères qui dénoncent les faits de violences sexuelles sur mineurs et d'inceste et de violences conjugales. Donc déjà, il y a cette partie-là. Mais en fait, tout ce qu'on retrouve, c'est des masculinistes qui occupent beaucoup le terrain sur le domaine de la séduction, de la drague. Je dirais que c'est un peu la partie émergée de l'iceberg qu'on voit le plus. C'est le fait de dire, comme le féminisme aurait émasculé les hommes et les aurait rendus moins mâles alpha, les hommes n'auraient plus accès à la sexualité. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup de misère sexuelle, terme qui ne se base sur rien du tout, scientifiquement parlant. Mais en tout cas, voilà, il y aurait un déficit de sexualité chez les jeunes hommes en France, et ce serait la faute des féministes, avec notamment la notion de consentement, avec l'expression plus forte des violences faites aux femmes. Voilà, selon eux, c'est la cause de leur non-accès à la sexualité. Et donc pour eux, un des enjeux, c'est de reprendre le pouvoir là-dessus. Donc ça va passer par des coachings en séduction, avec des conseils. Alors bien sûr, tout ça est fortement rémunéré, dans le sens où c'est pas des coachings souvent qui sont gratuits, c'est des formations à 500, 700 € le week-end, le séminaire. Oui, c'est un énorme business. C'est un business très, très juteux. Ça rapporte très gros d'être masculiniste en ligne quand on sait un petit peu s'y prendre. Et je le lâche comme ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement. Alors lui, c'est Léo. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Philogines. Il a 119 000 abonnés. Il est psychologue de formation, il vend des séances de coaching personnalisées, 300 € la séance, un forum Discord payant. Il a des formations en vidéo qui vont de 96 à 890 €. Il y a du côté des masculinistes une manipulation aussi des statistiques pour, par exemple, essayer de prouver que les hommes seraient plus victimes de violences conjugales que les femmes, alors que quand on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas le cas. Enfin voilà, on a plein d'exemples comme ça. Et en fait, le but principal des masculinistes dans leur action en ligne, en tout cas, et celle qui est la plus visible, c'est le fait de restituer un discours, de restituer une certaine vérité, je me coupe de guillemets là-dedans, mais
un discours comme quoi on nous mentirait dans le monde dans lequel on vit, on nous mentirait sur le fait que le féminisme serait bon pour la société et qu'en fait, on aurait tout à gagner à revenir à une espèce d'ordre patriarcal assez ancien, qui existe toujours, hein, mais très... encore plus ancien. Encore plus ancien, de les femmes à la maison et à la cuisine, et le monde s'en portera d'autant mieux. Mais ce que vous dites, c'est que ça s'oppose vraiment au discours féministe, et là, on le voit très bien sur toutes les questions de séduction, puisque c'est vraiment une réaction à la libération de la parole des femmes sur le fait que... elles sont très nombreuses à subir des violences sexuelles, que leur consentement n'est pas toujours respecté, et donc qui finalement promeuvent une exigence de respect de leurs droits, de respect du consentement, et que ce que ces hommes-là vont vivre comme une violence, vont vivre comme une injustice. Et votre livre est très intéressant en ce qu'il essaie de nous permettre, de nous mettre dans la tête un petit peu de ces hommes-là, sans les juger, sans rentrer dans quelque chose de très binaire, de « ah, c'est horrible le masculinisme », et de se dire, en fait, pourquoi on a autant d'hommes qui adhèrent, encore une fois de manière assez quand même massive, à ces théories-là. Qu'est-ce qui les pousse à rentrer dans cette boucle algorithmique, si ce n'est bien sûr les algorithmes en eux-mêmes, mais c'est bien qu'il y a aussi une détresse réelle de ces hommes-là. Je pense qu'il y a une détresse, mais je pense aussi que le masculinisme, en fait, offre un schéma de pensée du monde qui est très simple et très confortable. Dans le sens où un homme un jeune adolescent, un jeune adulte qui n'arrive pas à avoir accès à la sexualité ou à des relations affectives, plutôt que de se remettre en question, de constater que en fait, le domaine de la séduction et de l'amour est miné de questions de privilèges, de questions justement de consentement, tout ça. En fait, c'est beaucoup plus simple de dire non, c'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à avoir de relations sexuelles et affectives, c'est la faute des femmes et du féminisme. C'est un schéma de pensée qui est très simple en fait et qui est très rassurant. C'est beaucoup plus simple en fait de croire ça plutôt que de se remettre en question. Donc déjà, je pense qu'il y a ça. Et d'autre part, je pense, en tout cas pour les adolescents, moins pour les jeunes hommes, mais je pense que pour les adolescents, ils vivent dans un monde qui est bombardé d'injonctions, parfois contradictoires, entre ce que leur dit l'école, ce que peuvent leur dire leurs parents, ce que peuvent leur dire leurs potes, ce que peuvent leur dire les réseaux sociaux. Et donc ça crée comme ça une concentration d'injonctions qui sont parfois très contradictoires parce que, par exemple, dans le discours médiatique, on a tendance à dire que les jeunes n'ont jamais été aussi progressistes, n'ont jamais été aussi fluides dans leur genre, dans leur sexualité. Et en fait, quand on regarde des travaux de sociologues comme celui d'Isabelle Claire, qui a interrogé les ados pendant 20 ans, on constate qu'en fait, pour les adolescents, les marqueurs fondamentaux de la virilité chez les garçons, ça reste les mêmes qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire faire des choses de bonhomme, l'hétérosexualité comme rempart, le fait de boire beaucoup, conduire vite. Enfin, on est toujours sur les mêmes modèles qu'il y a 20 ans. Et donc, je pense qu'on est à un moment aussi où c'est une génération de jeunes qui soit sont dans un progressisme beaucoup plus que ma génération pouvait l'être peut-être à leur âge, soit sont dans une forme de repli et de fait de backlash face au féminisme. Le backlash, c'est le retour de bâton, c'est le terme anglophone pour le retour de bâton face au féminisme. C'est le fait de dire, en fait, on n'a pas besoin du féminisme, voire même il est nocif pour la société. Pour revenir un petit peu sur les parcours qui mènent ces hommes à adhérer à ces thèses, ces hommes ou ces garçons, hein, c'est vrai que c'est important de le dire, qui mènent à l'adhésion à ces théories masculinistes, il y a la construction du genre, la question de l'identité d'homme, la question de la virilité qui était déjà finalement abordée par Pierre Bourdieu, que vous citez. Vous dites « on ne naît pas homme, on le devient ». Et Pierre Bourdieu disait « le privilège masculin est aussi un piège » et il trouve sa contrepartie dans la tension et la contention permanente, parfois poussée jusqu'à l'absurde, qu'impose à chaque homme le devoir d'affirmer en toutes circonstances sa virilité. Donc, cette adhésion au masculinisme, c'est peut-être aussi l'expression d'une souffrance face à des normes auxquelles ils n'arrivent pas à se conformer aussi en tant que jeunes hommes. Absolument, parce que quand on regarde un petit peu les différentes sous-communautés masculinistes, alors il y en a plein, hein, elles sont parfois opposées entre elles, ce qui est assez absurde par ailleurs, mais il y a notamment, si on prend par exemple la question des incels, alors les incels, c'est un mot valise qui veut dire involuntary celibate, donc célibataire involontaire. Et c'est un groupe qui revendique en tout cas sa virginité ou son non-accès aux relations affectives et sexuelles. Et eux, c'est leur identité, c'est de dire on n'arrive pas à avoir d'amoureuse et on n'arrive pas à avoir accès à la sexualité. Et ça, c'est à cause des femmes. Et donc, tout ce groupe-là, par exemple, est basé sur une grosse haine des femmes, bien sûr, mais une grosse haine d'eux-mêmes aussi, pour ne pas correspondre
au standard de ce que eux imaginent être un homme parfait, de ce que eux imaginent être la virilité. C'est-à-dire que, par exemple, dans le langage incel, on retrouve notamment une figure qu'on appelle la figure du Tchad. Et le Tchad, c'est un peu le mec populaire, blond, quarterback, comme dans les films américains, qui réussirait à séduire toutes les meufs. Et en fait, les incels se posent en opposition à ce modèle-là du Tchad, en disant nous, on n'est pas très beau, on n'est pas très sportif, on a des boutons, on n'est pas très viril. Et donc, il y a toute une construction, en effet, autour de l'identité masculine et virile. Et on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, chez les incels, ce qu'on appelle le looks maxing, qui est le fait de dire comment est-ce que je peux améliorer mon apparence, y compris en passant par la chirurgie esthétique, pour devenir un vrai mâle alpha. Ça, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup aussi. Mais donc, il y a toute une culture de la musculation aussi. Il y a une grosse de la culture. force, de récupérer cette force et cette domination physique. Cette domination physique, c'est une domination aussi mentale, dans le sens, par exemple, quand on regarde un peu les références que vont avoir les masculinistes, on va retrouver beaucoup de personnages de fiction qui sont en fait des serial killers, des personnages de sang-froid qui ne montrent aucune émotion. Tout le concept aussi du mâle alpha, donc à la figure du loup, de la meute, etc., c'est se détacher de la meute, d'être totalement froid et leader par rapport aux autres, et donc de montrer aucune émotion, quitte à faire de la manipulation émotionnelle. Et c'est ça qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux assez rapidement et facilement. C'est des vidéos qui expliquent comment manipuler son entourage pour réussir à avoir ce qu'on veut, et notamment comment manipuler émotionnellement les femmes pour réussir à coucher avec elles, pour réussir à parfois leur imposer des rapports sexuels non consentis. Enfin, c'est toutes ces cultures-là de vouloir retrouver, je dirais, une domination masculine qui, pour eux, a disparu et qui, en fait, n'a pas disparu du tout. Pour coucher le premier soir avec elle, tu dois, lui faire sentir que tu es un mec ouvert d'esprit, qui ne juge pas ça. En fait, t'enlèves les principes. Beaucoup d'hommes vont dire « je veux coucher le premier soir avec elle, mais si elle couche le premier soir, c'est une pute ». Non, toi, tu dois faire sentir que tu aimes les femmes spontanées, tu aimes les femmes aventurières, tu ne juges pas, tu es ouvert d'esprit, etc. Et qui est, encore une fois, une volonté très, très assumée à l'international, parce que dans tous les pays, c'est un petit peu le même phénomène qu'on retrouve avec à chaque fois ces hommes qui expliquent à d'autres hommes comment retrouver leur pouvoir, avec des propos misogynes extrêmement assumés. Évidemment, moi, je me suis penchée plus sur le cas français, puisqu'on est en France. Donc peut-être qu'il faut donner des noms pour réussir à se représenter ce que ça veut dire chez nous. Par exemple, on peut penser au youtubeur Stéphane Edouard, qui est un des anciens experts de Marie au premier regard, qui est une émission sur M6, donc qui est quelqu'un d'assez populaire et d'assez reconnu aussi par les institutions, qui a tenu à plusieurs reprises des propos extrêmement problématiques sur le viol, sur le consentement, et qui a été quand même pointé du doigt pour ça. Sans armes et sans coups, vous ne pouvez pas violer une femme. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Essayez avec votre sœur ou votre cousine, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer. C'est impossible. Mais on peut tomber sur son contenu en cherchant tout simplement des conseils de séduction, c'est-à-dire en étant peut-être un jeune ou un moins jeune, en voulant tout simplement mieux réussir à séduire et en se laissant un petit peu prendre dans cette boucle-là. Vous, comment vous voyez ces vidéos de Stéphane Edouard ? Par exemple, Stéphane Edouard, c'est un cas intéressant parce que il se définit plus comme coach en séduction. Ce fut le cas par le passé. Maintenant, c'est plus le cas. Il se définit comme un psychologue ou en tout cas un spécialiste des relations hommes-femmes. Ça, c'est intéressant aussi en termes de mots. Quels mots on choisit pour pas dire qu'on est coach, parce que maintenant c'est très décrié d'être coach en séduction. Mais en tout cas, ces vidéos-là, elles sont hyper intéressantes, que ce soit Stéphane Edouard ou plein d'autres coachs en séduction. C'est le fait de montrer une vision des relations hommes-femmes qui est d'une part très binaire et d'autre part très essentialiste. C'est le fait de dire que les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, tous les hommes pensent la même chose, toutes les femmes pensent la même chose, et toutes les femmes veulent la même chose aussi. Et donc, de proposer des espèces de solutions clés en main, de vous voulez séduire une femme, mais toutes les femmes sont les mêmes, elles aiment toutes la même chose, donc on va proposer une manière de séduire qui va être universelle. C'est de trouver, en tout cas, que le féminisme va trop loin. Je pense que ça, c'est un des marqueurs forts aussi du masculinisme, c'est trouver que le féminisme va trop loin, MeToo serait allé trop loin, et de fait, on serait passé dans une espèce d'ère de chasse à l'homme, chasse aux sorcières, etc. Et qu'en fait, les femmes et les féministes exagéreraient sur les violences. Que Stéphane Edouard, dans certaines vidéos, il peut dire que
oui, bien sûr, il y a des connards qui existent, il y a des gens qui, bien sûr, il y a certaines femmes qui sont agressées, mais qu'on exagère quand même peut-être un peu cette histoire. Donc, ça prouve quand même une certaine vision du monde de privilégier, en fait, de dire ça aussi. C'est-à-dire qu'avoir ce discours-là, de dire on exagère quand même les violences faites aux femmes, c'est un discours de quelqu'un qui est privilégié et qui ne veut pas voir aussi ça. Et puis, ça ne, je pense, servirait pas son business aussi, c'est sa création de contenu, sa vente de séminaires, que de dire qu'il existe des inégalités hommes-femmes, qu'il existe une différenciation et que c'est pas si simple que ça, quoi. Un autre masculiniste bien connu que vous citez dans votre livre, c'est Léo, des Philogines, qui, lui, a une chaîne où vraiment, là encore, il tient des propos quand même très limites sur le consentement, sur la domination, où il incite les hommes à dominer, notamment psychologiquement, les femmes. Et c'est extrêmement assumé. À bien des égards, l'amour requiert des compétences de management particulier. N'en déplaise encore une fois aux bisounours. C'est tout ce qu'on apprend dans 3 semaines pour la Roland-Garros, c'est d'appliquer ces principes de management, de gestion du cadre. Et si vous ne le faites pas, la fille vous méprisera, in fine. Si on mettait ces vidéos sans le son, on pourrait croire que vraiment c'est un youtubeur comme les autres. Qui parle face cam. Qui a vraiment les codes de n'importe quel contenu YouTube plus traditionnel. Et en quoi ce type de contenu a des répercussions sur le réel? En quoi est-ce que, selon vous, ce ne sont pas de simples idées qui sont transmises, mais qu'à la fin, ça a des conséquences concrètes sans aller jusqu'au meurtre des femmes qu'on a évoqué au début? En fait, ce qui est assez intéressant avec tous les masculinistes qui œuvrent en ligne, et particulièrement sur YouTube, c'est qu'en effet, ils ont repris tous ces codes de YouTube, tous ces codes d'Internet, ces miniatures avec des titres un peu chocs, avec une manière de parler, une manière de se mouvoir, qui parlent du coup particulièrement aux jeunes garçons, aux jeunes hommes, qui sont en espèce de produit d'appel aussi pour ce qu'ils vendent derrière. On l'a dit, c'est un business assez lucratif. Mais en fait, ce qui est assez intéressant avec ces vidéos-là, c'est que on peut les regarder en se disant « Ah, juste, j'écoute d'une oreille, mais ça ne m'atteint pas ». Mais en fait, l'algorithme, souvent, de YouTube comprend très vite qu'on est intéressé par ce genre de vidéo si on la regarde jusqu'à la fin. Et donc, on se retrouve de cette vidéo à passer à une autre vidéo, peut-être encore plus radicale. Et en fait, ces idées-là, elles infusent tranquillement aussi parce qu'on vit dans un monde où la violence masculine, elle est totalement légitimée et totalement valorisée aussi. Et donc, ces idées-là, le fait de contraindre les femmes, de les manipuler psychologiquement, en fait, c'est très banalisé d'une part dans notre quotidien. Et donc, ces vidéos-là ne font qu'appuyer peut-être un sentiment déjà existant. Et donc, mais quelles sont les conséquences pour les femmes ? Les conséquences pour les femmes, c'est qu'en fait, en effet, sans aller jusqu'à un attentat de masse ou un féminicide de masse dans des établissements scolaires comme on peut voir aux États-Unis, en fait, il y a certains jeunes hommes qui peuvent intégrer ces idées et se dire qu'il est parfaitement normal d'harceler sexuellement une collègue de bureau, de mettre une main aux fesses à une camarade d'école, de vouloir forcer sa petite copine à des actes sexuels non consentis, à insulter des femmes qu'on voit sur Internet. C'est en fait se sentir légitimé et autorisé à être violent psychologiquement, physiquement, sans qu'il y ait vraiment de répercussions, parce que, comme on l'a peut-être pas dit, mais tous ces contenus-là, ils sont accessibles en ligne. Ils sont pas censurés, ils sont pas modérés. Ils sont encore, dernier exemple peut-être, mais là, on a listé tous les cas très violents d'attentats, mais en janvier 2020, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Filetas qui a tué son ex-compagne de 80 coups de couteau. Cet homme-là, c'est un peu le premier cas en France répertorié de tuerie masculiniste, parce qu'il a tué son ex-compagne, mais également blessé la sœur de cette dernière. Et ce mec-là, il est toujours coach en séduction, maintenant il est en prison, mais sa chaîne YouTube, elle est encore en ligne. Et il y a encore sa dernière vidéo, elle a plus de 12 000 vues, avec des commentaires, depuis qu'il est en prison, avec marqué « On a hâte qu'il sorte de prison pour qu'il continue à nous donner des super conseils ». Et donc ça oui, en fait, c'est une vision du monde et c'est une vision des femmes, parce que c'est aussi cette idée que son ex-compagne n'avait pas à le quitter. Et là, on vient sur le problème des féminicides, qui, encore une fois, n'existe quasiment pas de manière inversée. C'est que ça s'inscrit dans cet inconscient selon lequel les femmes nous appartiennent et qu'à partir du moment où on est en couple avec elles, elles doivent rester avec nous, qui fait que c'est insupportable quand elles nous quittent, et au point que certains en arrivent à les tuer. Encore une fois, l'inverse n'existe pas, en tout cas absolument pas dans ces proportions. Et donc, c'est en ça aussi que ces contenus, en tout cas moi je les perçois comme problématiques, c'est qu'ils contribuent à perpétuer cet imaginaire
très misogyne qui, in fine, peut avoir des conséquences extrêmement concrètes. Et ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est que vous établissez en fait ce continuum de la vision de la femme, ce continuum de la violence. On peut se dire, mais en fait, moi, je regarde une vidéo de conseil en séduction, ça n'a absolument rien à voir. Oui, et ça n'a rien de grave. Ça n'a rien de grave en soi. Et c'est vrai qu'en soi, on ne commet rien d'illégal en regardant ce type de vidéo, mais ça s'inscrit dans une pensée qui, à la fin, peut avoir des répercussions extrêmement négatives. J'aimerais revenir sur un autre exemple, une vidéo qui a beaucoup circulé ces derniers temps et qui montrait un jeune homme musulman, footballeur, qui expliquait, selon lui, les critères que sa future femme devrait respecter. Première règle, ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons. Pour aller où? C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ami, il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle, ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travail halal avec que des femmes, si possible, à la maison. Troisième règle, ma femme aura interdiction de partir en voyage sans moi. Voilà, c'est pas compliqué. Les voyages avec ses potes, je sais pas quoi, elle oublie. Elle voyage que avec moi, c'est moi qui la protège. Et si, imaginons que je suis pas là, je l'autorise à partir en voyage avec son grand frère, son père, des hommes de sa famille. C'est tout. Et ce que je trouve intéressant avec cette vidéo, c'est qu'elle a été reprise par toute l'extrême droite et par toute la droite un peu dure en disant mais c'est inadmissible, c'est profondément misogyne. Et la vidéo est de facto profondément misogyne, diffusée sur TikTok, avec gros succès sur TikTok, auprès des jeunes. Pourquoi est-ce que l'extrême droite va s'indigner de ce type de contenu produit en l'occurrence par un jeune homme musulman et ne va pas s'indigner de contenu tout aussi misogyne produit par des personnes d'extrême droite, tout simplement? Je pense qu'il y a cette volonté notoire de la part de l'extrême droite de vouloir être islamophobe à tout prix, dans tous les cas. Et je pense que c'est un bon exemple aussi d'un espèce de fémonationalisme, c'est-à-dire le fait de récupérer les enjeux du féminisme, les violences sexistes et sexuelles, la misogynie, à son compte, au compte de l'extrême droite et donc au compte de la xénophobie, de l'islamophobie. En effet, l'extrême droite ne balaye pas trop dans son camp. Quand on regarde sur notamment les hommes et femmes politiques, ou en tout cas les figures un peu de l'extrême droite, la misogynie est très courante. Et il suffit de regarder un petit peu et de lire les textes d'Éric Zemmour. Il suffit de regarder du côté de l'extrême droite en ligne, que ce soit du côté de Julien Rogy, de Thaïs Descuffon, de Papacito. L'extrême droite a un lien très très fort avec le masculinisme. Il y a une porosité idéologique entre ces deux mouvements. Et d'ailleurs, depuis quelques années, et c'est à mon sens pas un hasard, il y a une récupération politique de la part de l'extrême droite du masculinisme et de la rhétorique masculiniste pour essayer de recruter à l'extrême droite. Et c'est ce que fait Thaïs Descuffon, par exemple. Elle est belle, jeune, populaire sur TikTok et surtout d'extrême droite. Elle, c'est Thaïs Descuffon. Tu l'as peut-être déjà vu passer dans ta For You page parce que son compte TikTok cartonne et qu'il semble sortir tout droit des années 40. Je suis une femme, mais je ne suis pas féministe. Pourquoi les rues de l'Occident sont peuplées par des mecs comme ça? Sur son compte, elle défend une vision très traditionnelle du couple, des relations hommes-femmes et de leur place respective dans la société. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est une vieille militante de la droite radicale et violente, notamment pour avoir été l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire, un mouvement d'extrême droite dissous en 2021. Ce qui peut paraître étonnant, parce qu'elle tient des propos extrêmement misogynes, mais c'est une jeune femme, donc c'est d'autant plus indétectable quand on n'est pas formé sur ces questions. C'est indétectable et en plus, je pense que ça passe avec beaucoup plus de douceur dans le sens, si c'est une femme qui le dit, c'est qu'elle doit avoir raison. Moi, je suis assez persuadée que la plupart des misogynes n'estiment pas être misogynes et que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent les vidéos de Thaïs Descuffon qui sont persuadés eux-mêmes ne pas être misogynes parce que c'est une femme qui le dit, donc si elle le dit, d'autres doivent le penser. Mais par exemple, Thaïs Descuffon, depuis la dissolution de Génération Identitaire, dont elle était la porte-parole, elle s'est investie à 100% sur les réseaux sociaux et justement a une stratégie marketing et une stratégie de création de contenu qui est proche de celle d'Andrew Tate aux États-Unis, qui est considéré comme le roi des masculinistes, qui est actuellement en prison en Roumanie. Pour trafic d'êtres humains. Et viol à plusieurs encontres aux quatre coins du monde. Il y a des plaintes contre lui. Mais Thaïs Descuffon récupère un petit peu aussi ça, de par ses miniatures, de par les théories qu'elle met en avant, ne serait-ce que la théorie de la Red Pill, qui est un concept masculiniste et hérité du film Matrix, qui dirait que la pilule bleue, c'est la société dans laquelle on vit, une société féministe de bisounours, et que les masculinistes auraient pris la pilule rouge, donc celle de la vérité, et qui viserait à voir le grand complot qu'est le féminisme. Et rien que cette notion-là, elle traverse un peu Internet et elle traverse énormément ces contenus d'extrême droite.
Et ce qui fait que c'est de ça dont il faut se préoccuper aussi aujourd'hui. En fait, ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est qu'il n'y a pas un profil de masculiniste. Et c'est ça que je voulais montrer en citant cette autre vidéo, c'est que ça peut être de n'importe quel bord quand même politique, ou en tout cas de beaucoup de bords politiques. Ça peut aussi être des personnes de tout âge. Il n'y a pas que des jeunes, même s'il y a énormément de jeunes. Et surtout, ça peut être des personnes de notre entourage. Et il faut qu'on arrête de se représenter le masculiniste comme un homme, ou un adolescent de 15 ans, dans sa chambre, geek, complètement associable, parce que c'est pas toujours le cas. Non. Et qu'il y a aussi des hommes qui sont intégrés socialement, qui peuvent être notre voisin, notre ami, notre frère, et qui tout simplement se fait happer dans ces boucles algorithmiques aussi, puisque c'est finalement beaucoup ces boucles qui véhiculent ce type d'idées, et que se limiter à ce cliché-là, ça nous empêche aussi de lutter contre ce masculinisme qui, on l'a souligné, fait aussi beaucoup de mal à la société. C'est vraiment, oui, en fait, en ayant cette vision-là du masculinisme comme un jeune ado boutonneux dans sa chambre qui insulte les femmes sur Internet, il y en a, c'est le cas quand même, mais c'est pas une majorité. Et c'est extrêmement difficile de tracer un portrait robot de ce qu'est un masculinisme parce que le masculinisme traverse vraiment toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge, tous les milieux sociaux, tout un ensemble géographique aussi. Et donc, c'est assez compliqué à appréhender. Et moi, je considère le masculinisme comme une forme de théorie du complot, dans cette idée de grand complot des féministes contre les hommes. Et donc, le masculinisme agit avec les mêmes logiques et les mêmes rhétoriques parfois que certains mouvements complotistes et conspirationnisme dans comment ils arrivent à enrôler des gens. Et pour ce livre, j'ai interviewé beaucoup de proches de masculinistes, et c'est des gens qui me disaient « oui, c'est mon pote », et en fait, du jour au lendemain, il a commencé à regarder des vidéos, puis il a commencé à dire voilà, toutes les femmes, c'est vraiment des meufs pas sympas, toutes les meufs, elles me refusent, donc du coup, je les déteste, ce genre de choses. Et en fait, on voit que c'est de plein de gens avec des parcours très, très différents dans la vie. Certains qui ont fait des grandes études, certains qui viennent de milieux ruraux, certains qui sont plus âgés que d'autres. Enfin, c'est vraiment c'est présent partout et ça se distille partout, y compris dans notre monde politique et médiatique. Et donc, c'est pour ça aussi que le masculinisme marche si bien. Oui, on va revenir sur la manière dont ça a infusé aussi dans le monde culturel, dans le monde médiatique, sur les réseaux sociaux, y compris pour le coup dans des contenus qui n'ont pas du tout vocation à être masculinistes. On peut soi-même employer des expressions masculinistes sans le faire exprès, des mèmes masculinistes sans le faire exprès. Mais j'aimerais qu'on revienne sur l'une des dernières dimensions vraiment militante du masculinisme, qui est la haine en ligne, qui est le harcèlement. Parce que si j'ai choisi aussi de lire votre livre en premier lieu, c'est parce qu'en tant que journaliste, c'est quelque chose que j'ai beaucoup subi et que très très nombreuses sont mes consoeurs qui ont subi également la même chose. Et les personnes que vous citez, certains des youtubeurs dont on a parlé, moi personnellement, m'ont déjà harcelé ou ont déjà fait des vidéos sur moi, ce qui m'a valu des vagues de haine par la suite, ou certaines de mes invités. Et donc c'est des choses que subissent beaucoup de femmes, surtout les femmes qui s'exposent publiquement. Et c'est vraiment un des principaux outils de la lutte contre le féminisme, c'est cette haine en ligne qui est massive, qui est organisée. Et parfois, en tant que femme, je dis femme publique, mais vraiment, on n'a pas besoin d'avoir une grosse notoriété pour en être victime. Il suffit d'avoir juste une exposition dans une vidéo et ça suffit. Et quand ils vous prennent comme cible, ça peut aller extrêmement loin. Donc moi, ça n'a pas été mon cas jusqu'à présent, mais il y en a qui, comme Nadia Dam, là, cette journaliste qui avait fait une chronique sur France Inter sur le forum jeuxvideo.com, avait reçu de telles vagues de haine qu'elle a dû déménager, son adresse avait fuité, l'adresse de l'école de sa fille avait fuité, elle avait vécu un véritable enfer. Et ça, c'était purement les réseaux masculinistes. Et quand les réseaux masculinistes décident de s'acharner sur une femme, ça a des conséquences extrêmement concrètes. Et un des exemples que vous citez, et finalement un des plus connus, c'est l'exemple du procès entre Amber Heard et Johnny Depp, qui a eu beaucoup d'écho à travers le monde, qui est sûrement le procès du siècle, un des procès les plus suivis de tous les temps, qui a donné lieu à une pétition qui demande à ce que Amber Heard ne puisse plus jamais travailler, qui est la pétition la plus signée de tous les temps, il faut quand même le rappeler, et qui a provoqué une espèce de folie collective, de bashing de cette femme, alors qu'en réalité, comme le montre très très bien un très bon documentaire de France 5 de Cécile Delarue, dont on vous mettra le lien dans la description de la vidéo, elle ne méritait pas du tout ça, et surtout, elle n'était pas du tout coupable à ce point de ce dont on l'accusait. Et tout ça vient des réseaux masculinistes.
Un procès qui a été la toile de fond d'une campagne de désinformation et de propagande. That leads to some awful shit. Hashtags like MeToo. Un harcèlement en ligne qui n'a qu'un but, faire taire les femmes. Guilty. Comment les masculinistes sont-ils parvenus, via le procès, à imposer leur récit dans l'opinion publique, à bousculer le mouvement MeToo et à conforter une violence systémique contre les femmes? Amber Heard loses her mind. That stupid fucking bitch. Déjà, peut-être pour commencer, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la violence en ligne, c'est un continuum des violences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la violence hors ligne dans la rue d'un côté et la violence sur les réseaux sociaux de l'autre. Ce n'est pas deux espaces qui ne se touchent jamais, c'est un continuum. Et donc, quand on parle de violences sexistes et sexuelles, de violences faites aux femmes et aux minorités de genre, les violences en ligne sont très largement présentes, bien que sous-considérées, parce que c'est Internet, on nous dit qu'il suffit d'éteindre notre téléphone et ça ira mieux, c'est bon, ça va passer, c'est les réseaux sociaux, tout ça. Donc on a une très mauvaise appréhension des cyberviolences. Déjà, je pense que c'est une première chose à dire. Sur le procès d'Amber Heard, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un procès de stars et que, à ce titre, la presse généraliste, hors presse people, ne s'est pas emparée du procès. Et en fait, ce qui a laissé la voie libre pour beaucoup de chaînes Twitch, chaînes YouTube, de comptes masculinistes aux États-Unis qui se sont proposés de couvrir le procès. Il faut savoir que ce procès, donc c'était un procès en diffamation, était en live sur YouTube, ce qui est déjà ce qui est déjà un problème, ou en tout cas une manière de procéder qui est assez inédite dans l'histoire des procès. Et qui émanait de la volonté de Johnny Depp. Et les avocats de Johnny Depp, comme le montre Cécile Delarue dans son documentaire, très tôt, ont envoyé des documents du dossier confidentiels à des chaînes masculinistes qui se sont fait un plaisir de propager des fausses informations avant même que Amber Heard n'ait parlé, avant même qu'elle n'ait mis un pied dans le tribunal, elle avait perdu. Et je suis malheureusement assez persuadée que ça aurait été ce procès de star ou un autre. La femme, dans tous les cas, aurait été la principale accusée et mise au banc et diabolisée. Et voilà, c'était une sorcière, c'était une menteuse. On ne va pas rentrer trop en détail sur ce procès-là, mais vraiment, je vous invite à regarder ce documentaire de Cécile Delarue, parce que même moi, qui n'avais pas suivi le procès, j'avais l'impression de l'extérieur que vraiment c'était une menteuse, qu'elle avait abusé de lui et qu'il était la victime dans cette affaire. Et pourtant, je ne suis pas du tout des réseaux masculinistes en particulier, mais c'est allé tellement loin dans l'opinion publique, ça a tellement conquis l'opinion publique que c'est arrivé jusqu'à des personnes comme moi qui ne sont pas du tout sensibles pourtant à ce type de thèse. Et le documentaire démontre très très bien ça et c'est absolument glaçant. Et en fait, ce qu'on a pu voir avec ce procès, c'est à quel point, en effet, la pensée masculiniste, elle est très facilement diffusable et à quel point les fausses informations masculinistes, par exemple, le fait, on a dit qu'elle avait pris de la cocaïne pendant le procès, on a dit qu'elle elle copiait ses tenues sur celles de Johnny Depp dans ses films. Voilà, ce genre qu'on peut penser être des petites fausses informations comme ça, en fait, ont pris une ampleur tellement forte qu'on s'est retrouvé avec des ados de 14 ans en train de faire des TikTok où ils se moquaient d'Amber Heard qui témoignait de violences sexuelles. Et ça, pour moi, c'est une dystopie horrible, qui n'est pas tant une dystopie d'ailleurs, mais on est arrivé à un point où la violence envers cette femme était tellement banalisée que même des ados se trouvaient autorisés à rigoler de récits de viol et de violences sexuelles. Oui, ce procès, en fait, c'est un grand moment de backlash et de victoire des masculinistes dont on n'a pas du tout pris la mesure sur le moment, pour la plupart. On a mis du temps à s'en rendre compte et le documentaire de Cécile Delarue, je pense en France en tout cas, est arrivé à un moment quasiment un an après le procès. On se rappelle quand même qu'un an après le procès, c'était le Festival de Cannes. Johnny Depp a été applaudi, standing ovation pendant 7 minutes d'affilée. Il a gagné vraiment la bataille de l'opinion publique. Et les masculinistes avec. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'aux États-Unis, ils ont parlé de ce procès comme un procès anti-MeToo, dans le sens de, voilà, les féministes sont allées trop loin, parfois les femmes, elles mentent, on a quand même le droit de le dire, tout ça. Et en fait, c'est un procès qui a montré à quel point les réseaux masculinistes étaient organisés, étaient politiques, que c'était pas juste des hommes qui insultaient des femmes, il y avait une dimension politique, et à quel point c'était des théories qui avaient la force de se propager et de devenir extrêmement banales pour tout le monde. Il faut préciser que même des serial killers, même des hommes qui ont tué des dizaines de personnes, n'ont jamais subi ce niveau de haine en ligne. C'est vraiment... c'est un des cas historiques
de haine en ligne. Aujourd'hui, elle est recluse, elle peut absolument plus sortir, elle n'a plus aucune vie sociale, alors que le procès était beaucoup plus complexe que ce qui nous a été montré. Et donc, à la fin, ça témoigne de comment le masculinisme aussi a infiltré cette culture populaire. Donc, c'est peut-être sur ça que j'aimerais terminer, parce que vous nous prenez un exemple à un moment de quelqu'un que l'on connaît bien ici, Gérald Darmanin, qui a asséné cette petite phrase à Apolline de Malherbe. Essayez de démontrer l'inverse. Non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non mais il y a 30% Darmanin, de baisse. Pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va parlez bien se passer madame, vous allez voir. Le fameux « ça va bien se passer », donc j'ai appris dans votre livre qu'en réalité c'était une référence à un coach masculiniste qui s'appellerait Maître Yoda. Maître Yoda. Alors, il n'est pas forcément coach masculiniste, on va dire c'est un coach de sport sur YouTube, où au début des années 2010, c'était très à la mode de se fighter un peu par vidéo interposée sur YouTube, de se dire « toi, je t'attends à la sortie », tout ça. Et donc Maître Yoda, il a fait cette vidéo, donc c'est un coach de sport, où il dit « mais ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer ». Mais vous pensez vraiment que Gérald Darmanin, parce que j'ai du mal à penser que Gérald Darmanin quand même fasse une référence ouverte, assumée à ça, ou même qu'il ait conscience de ce type de contenu? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quand cette phrase est arrivée, on a été plusieurs journalistes militantes féministes à se dire ça nous rappelle quelque chose, mais ça peut pas être ça. C'est trop gros. C'est trop. Oui. Et en fait, il y a eu des articles de presse après, et je pense qu'on ne saura jamais vraiment si c'était volontaire ou involontaire de la part de Gérald Darmanin. Il n'empêche que ça a eu un effet de dog whistle, d'appel de pied à cette communauté masculiniste, cette communauté d'extrême droite aussi, parce que sur les forums, notamment jeuxvideo.com, c'est des communautés qu'on retrouve, c'est des propos qu'on retrouve. Et donc, Maître Yoda étant un espèce de mème, un gimmick sur ces forums-là, Gérald Darmanin, en utilisant ça, c'était un appel de pied. Même involontaire de sa part, ça a été un appel de pied quand même. Et donc, ça témoigne quand même de quelque chose qui est assez puissant, de dire qu'en fait, on peut parler aux masculinistes en antenne libre comme ça, et il ne se passera rien. Alors, on a réussi à établir une petite partie de toutes les retombées négatives que peut avoir ce masculinisme qui, on l'a dit, prend de plus en plus d'ampleur. J'aimerais qu'on termine sur des solutions, peut-être aussi sur une note d'espoir, puisque c'est aussi ce que vous donnez dans votre livre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place collectivement, politiquement, pour endiguer ces idées, encore une fois, très sexistes, très réactionnaires, qui peuvent mener au pire? La première chose, je pense que déjà, il y a un grand travail à faire du côté des plateformes de réseaux sociaux qui doivent jouer leur rôle, leur responsabilité collective et politique, qui est de modérer les contenus qui sont problématiques, les contenus qui sont misogynes, qui sont racistes, qui sont LGBT-phobes. Oui, mais alors comment on pourrait déterminer ce qui est misogyne? Parce que sur le fond, j'entends parfaitement qu'on veuille réguler le contenu misogyne, mais quelqu'un qui donne une opinion où il dit « bah voilà, moi je me sens dominé par les femmes », on ne peut pas décemment, dans une démocratie, le censurer. En plus, ça pourrait avoir un effet encore pire, qui serait de renforcer ce sentiment de victimisation. En fait, c'est une question qui est complexe parce que c'est toute la question justement de la modération. Est-ce qu'on met en place de la modération humaine? Est-ce qu'on met en place de la modération algorithmique? Et principalement sur les réseaux sociaux, on a de la modération algorithmique, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui scannent des mots, des propos, des images aussi pour voir s'il y a de la nudité, par exemple. Alors qu'avoir un peu plus de modération humaine, ça permet d'instaurer de la nuance aussi. C'est-à-dire de dire, est-ce que le propos qu'on est en train de lire, c'est en effet une opinion, et tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Ou une incitation au viol ouverte. Exactement. Ou est-ce que c'est une incitation à la haine? Est-ce que c'est pour vendre des programmes de coaching? Est-ce que c'est dans un but d'attirer vers des propos plus radicaux aussi? Donc c'est ça, c'est d'arriver à mettre un petit peu de nuance, mais en tout cas, il y a une responsabilité claire de la part des plateformes à prendre. D'autre part, je pense qu'il y a un grand travail au niveau de l'éducation, c'est quelque chose qu'on rabâche depuis des années, mais ne serait-ce que mettre en place vraiment la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité à hauteur de 3 séances par classe et par an, ça permettrait de déceler aussi. Je pense que vraiment les cours d'éducation à la sexualité, pour en avoir fait, ça permet aussi de dénoter des propos parfois rétrogrades, misogynes, de pouvoir les cibler, de pouvoir justement un peu les débunker, discuter avec les jeunes aussi de ce type de propos. Oui, parce qu'il y a un rapport qui est sorti l'année dernière du Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes qui fait état d'un sexisme extrêmement ancré, extrêmement puissant chez les jeunes générations, qui va complètement à rebours de cette idée selon laquelle voilà, les jeunes seraient hyper progressistes. Exactement. En réalité, on se rend compte que ce sexisme est très, très prégnant. Et ce rapport au consentement, quand on parle des rapports sexuels, où on se rend compte qu'une partie des jeunes générations n'a pas du tout de vision du consentement, de ce que devrait être le consentement. Absolument. Le rapport du HCE de janvier 2023, ce qu'il dit, c'est qu'il y a à peu près 20% des hommes de moins de 35 ans qui estiment que
pour se faire respecter dans notre société, il faut être violent envers les autres. Et rien que ça, rien que ce chiffre-là, 20%, c'est beaucoup en fait chez les moins de 35 ans. Et donc, l'éducation à la sexualité, ça peut être une solution. Le fait de lutter contre les stéréotypes de genre, ça peut être une autre solution aussi. C'est quelque chose qui est amorcé dans les classes, mais on sait que malheureusement, dans les écoles, les professeurs ont déjà beaucoup à faire, qu'on n'a pas assez d'argent pour appeler des associations extérieures aussi, telles que le planning familial, pour les faire intervenir. Et enfin, je pense que la troisième solution, alors c'est une solution qui est plus compliquée à naviguer et en même temps qui me semble essentielle, c'est travailler sur la question de la santé mentale, et notamment la santé mentale des jeunes garçons. C'est-à-dire comment on met en place une société politiquement pour que les jeunes hommes se sentent habilités à exprimer leurs émotions sans que ce soit forcément de la violence et de la colère. Comment ils peuvent exprimer justement le rejet, la souffrance, parce qu'on sait, l'adolescence, le début de l'âge adulte, c'est un âge qui est compliqué pour beaucoup. Je pense pour à peu près tout le monde d'ailleurs, de qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, est-ce que je vais finir seule dans la vie, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais être heureux. Et donc avoir aussi du véritable soutien psychologique et en santé mentale pour aussi les jeunes garçons, pour éviter justement qu'ils glissent vers une pensée très simpliste et très rassurante et misogyne. Oui, parce que on va terminer là-dessus. Il y en a beaucoup qui vont très mal. Bien sûr. Et vous dites même dans le livre qu'au fur et à mesure où vous étudiez et vous infiltrez ces réseaux masculinistes, vous en rencontrez, des masculinistes notamment repentis, et vous expliquez que vous ressentez de la compassion. Bien sûr. Au fur et à mesure, parce que certains sont juste dans une détresse psychologique immense et auraient besoin d'une aide et de l'attention et des soins, tout simplement, et ils ne trouvent pas cette aide, et effectivement, ils se mettent dans les réseaux masculinistes, et la santé mentale, c'est un autre sujet qu'on a prévu de plus aborder d'ailleurs cette année sur Blast, qu'il faut aborder aussi politiquement. Absolument, il y a quelque chose de politique à aborder, la question de la santé mentale, des soins psychiatriques, des soins psychologiques, de la pérédance. Tous ces sujets-là, c'est des sujets très politiques, et en fait, je pense que ces jeunes hommes-là, en effet, moi, tout au long du bouquin, je suis partie de l'idée, au début, j'étais très manichéenne, il y a les méchants masculinistes d'un côté et moi de l'autre. Et en fait, plus j'avance, plus j'ai rencontré des hommes aussi où il y a eu un effet miroir, où moi, je me suis reconnue aussi quand j'étais adolescente, ou certaines périodes de ma vie. C'est juste que moi, je ne suis pas tombée dans ces schémas-là. Pour le coup, moi, le féminisme m'a sauvée, je le dis très clairement. Eux, le masculinisme leur a donné des réponses là où personne ne leur avait donné des réponses avant. Et je pense que c'est essentiel, et ça a joué un rôle de groupe de soutien pour beaucoup d'entre eux. Et on manque de groupes de soutien aussi, qui ne soient pas dans une tangente viriliste ou ésotérique ou masculiniste simplement, mais juste d'avoir des espaces où on a des professionnels de la santé mentale pour pouvoir accueillir et changer la société pas à pas aussi. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pauline Ferrari. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que votre livre, Formé à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux, est disponible aux éditions J.C. Lattès. Merci. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il est très probable que cette émission provoque une vague de harcèlement à notre rencontre, alors n'hésitez pas à nous soutenir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que Blast est un média indépendant, que nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, soutenez-nous en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à bientôt.